qu'on va lire ce soir et sur lequel on discutera après, c'est le, c'est le texte de, c'est le texte de la dictature intégrale sur la bourgeoisie de Chiang Ching-kuo, qui a été un des membres de ce qu'on a appelé péjorativement la bande des quatre, mais en gros qui faisait partie de la gauche prolétarienne en Chine. C'est un texte qui a été écrit en 1975. Grosso modo, on est pour mettre dans la perspective, on est pas dans la toute fin de la révolution culturelle, mais en tout cas, on est dans la période où ce qu'on appelle la bande des quatre euh, lance plusieurs offensives contre les positions de la droite, notamment une campagne qui s'appelle Critiquer Confucius et critiquer Lin Piao, et des campagnes générales en gros contre la droite du parti. Et c'est dans ce cadre-là que ce texte a été écrit. Et ça permet, genre ce texte permettra en même temps d'avoir une discussion enfin, d'amorcer une discussion plus profonde sur une discussion qu'on a eue hier soir, c'est-à-dire en gros comment est-ce qu'on exerce en gros la dictature, soit la dictature du prolétariat, comment on continue la révolution, les métamorphoses de la lutte des classes au sein du socialisme, etc., etc. Donc bah, les personnes qui se sont proposées, donc il y a Punguno, il y a les Sven, Laxan, Julao, Méli. Vous pouvez lire dans cet ordre-là. Voilà. Ok. Alors, de la dictature intégrale sur la bourgeoisie, Chiang Chuen-kuo, publié dans le Hongki numéro 4, 1975. La question de la dictature du prolétariat est depuis longtemps au cœur de la lutte entre le marxisme et le révisionnisme. Lénine a dit, celui-là seul est un marxiste qui étend la reconnaissance de la lutte des classes jusqu'à la reconnaissance de la dictature du prolétariat. Quand le président Mao appelle le pays tout entier à bien comprendre cette question, c'est précisément pour que nous appliquions le marxisme, en théorie comme en pratique, et non le révisionnisme. Notre pays traverse une importante période historique de son développement après plus de 2 décennies de révolution et d'édification socialiste. Et en particulier après la grande révolution culturelle prolétarienne qui a détruit les 2 quartiers généraux de la bourgeoisie, celui de Liu Shaoqi et celui de Lin Piao. Notre dictature du prolétariat est plus solide que jamais et notre cause socialiste respire la prospérité. À l'heure actuelle, animé d'un esprit combatif, le peuple entier est déterminé à faire de notre pays un État socialiste puissant avant la fin du siècle. Persister ou non dans la dictature du prolétariat tout au long de cette étape, ainsi que dans toute la période historique du socialisme, est une question d'importance primordiale qui conditionne le développement ultérieur de notre pays. La lutte de classe en cours exige, elle aussi, que cette question soit bien comprise. Si elle ne l'était pas, on tomberait dans le révisionnisme, nous dit le président Mao. Il ne suffit pas qu'un petit nombre de gens la comprennent. Il faut absolument qu'elle soit portée à la connaissance du pays tout entier. On ne soulignera jamais à quel point il est important, pour aujourd'hui et pour demain, de mener à bien cette étude. Dès 1920, se fondant sur une expérience pratique acquise en dirigeant la grande révolution socialiste d'octobre et le premier état de dictature du prolétariat, Lénine indique avec acuité: la dictature du prolétariat, c'est la guerre la plus héroïque et la plus implacable de la nouvelle classe contre un ennemi puissant, plus puissant, contre la bourgeoisie, dont la résistance est décuplée du fait de son renversement, ne fût-ce que dans un seul pays, et dont la puissance ne réside pas seulement dans la force du capital international, dans la force et la solidité des liaisons internationales de la bourgeoisie, mais encore dans la force de l'habitude, dans la force de la petite production. Car malheureusement, il reste encore au monde un très grand nombre, une très grande quantité de petites productions. Or, la petite production engendre le capitalisme et la bourgeoisie constamment, chaque jour, à chaque heure, d'une manière spontanée et dans de vastes proportions. Pour toutes ces raisons, la dictature du prolétariat est indispensable.
Et il précise que cette dictature est une lutte opiniâtre, sanglante et non sanglante, violente et pacifique, militaire et économique, pédagogique et administrative, dirigée contre les forces et les traditions de l'ancienne société. Il s'agit d'une dictature intégrale sur la bourgeoisie. Il souligne à maintes reprises qu'il est impossible de vaincre la bourgeoisie si l'on n'exerce pas sur elle une dictature intégrale et prolongée. Ces phrases de Lénine, et surtout les passages qu'il a lui-même soulignés, devraient être confirmés par les faits. En effet, de nouveaux éléments bourgeois sont apparus les uns après les autres. Ils sont personnifiés par la clique des renégats Khrouchtchev et Brejnev. En général, de très bonne origine de classe, ces gens-là ont presque tous grandi sous le drapeau rouge, ont adhéré du point de vue de l'organisation au Parti communiste, ont été formés dans les universités et sont devenus de prétendus experts rouges. Or, ils sont de nouvelles herbes vénéneuses nées sur le vieil houmous du capitalisme. Après avoir trahi leur propre classe, usurpé la direction du parti et de l'État et restauré le capitalisme, ils sont devenus les chefs de file de la dictature qu'exerce la bourgeoisie sur le prolétariat, réussissant dans une entreprise où Hitler avait échoué. Le Spoutnik lancé, le drapeau rouge est tombé. Cette expérience historique, nous ne devons jamais l'oublier, et surtout pas au moment où nous nous efforçons d'édifier un puissant pays. Il faut être pleinement conscient du fait que la Chine est toujours exposée au danger de tomber dans le révisionnisme. Car non seulement l'impérialisme et le social-impérialisme n'ont jamais abandonné leur visée d'agression et de subversion contre nous, non seulement les vieux propriétaires fonciers et bourgeois sont toujours là et ne se résignent pas à leur perte, mais encore, comme disait Lénine, chaque jour, à chaque heure, sont engendrés de nouveaux éléments bourgeois. Certains de nos camarades affirment que Lénine parlait alors d'un phénomène qui existait avant la coopération. Cette opinion est de toute évidence erronée. Les thèses de Lénine ne sont pas dépassées. Nous proposons à ces camarades de lire encore un ouvrage du président Mao, publié en 1957, de la juste solution des contradictions au sein du peuple. Il y analyse concrètement la situation dans notre pays où, après la victoire fondamentale remportée dans la transformation socialiste du système de propriété, qui inclut l'établissement des coopératives, existent encore les classes, les contradictions de classe et la lutte de classe, où les rapports de production et les forces productives, tout comme la superstructure et l'infrastructure économique, sont à la fois en accord et en contradiction. Il y dresse le bilan de la nouvelle expérience de la dictature du prolétariat, acquise après Lénine, répond systématiquement à toutes les questions surgies depuis le changement du système de propriété, définit les tâches et les mesures politiques de la dictature du prolétariat, jetant ainsi les bases théoriques de la ligne fondamentale du parti et de la continuation de la révolution sous la dictature du prolétariat. La pratique de ces 18 dernières années, et en particulier celle de la grande révolution culturelle prolétarienne, prouve que la théorie, la ligne et les mesures politiques avancées par le premier président Mao sont tout à fait justes. Le président Mao a récemment indiqué: en un mot, la Chine est un pays socialiste. Avant la libération, c'est à peu près comme le capitalisme. Maintenant encore, on pratique le système des salaires à 8 échelons, la répartition selon le travail, l'échange par l'intermédiaire de la monnaie, et tout cela ne diffère guère de l'ancienne société. La différence, c'est que le système de propriété a changé. Pour approfondir notre compréhension de cette directive du président Mao, nous allons jeter un coup d'œil sur les changements intervenus en Chine dans le système de propriété, sur la part que les divers secteurs économiques occupaient dans l'industrie, l'agriculture et le commerce en 1973. D'abord l'industrie. Ce secteur de la propriété du peuple entier compte pour 97% dans les immobilisations, 63% pour le nombre de travailleurs et 86% dans la valeur globale de la production industrielle, et celui de la propriété collective pour 3%, 36,2% et 14% respectivement. Restent les artisans individuels, dont le nombre représente 0,8%. Ensuite, l'agriculture. En ce qui concerne les moyens de production,
La part de la propriété collective est environ de 90% pour les terres cultivées et l'équipement de drainage et d'irrigation, et approximativement de 80% pour les tracteurs et le gros bétail. La part de la propriété du peuple entier est minime. Ainsi, plus de 90% de la population nationale, des céréales et des cultures industrielles provient de l'économie collective, les fermes d'État n'intervenant que pour un très faible pourcentage. D'autre part, on conserve dans une proportion restreinte des parcelles réservées à l'usage privé des membres des communes populaires, ainsi que les occupations subsidiaires familiales. Enfin, le commerce. Dans le volume global de la vente au détail, le secteur d'État, celui de la propriété collective et celui des petits marchands individuels comptent respectivement pour 92,5%, 67,3% et 0,2%. Et dans les régions rurales, le commerce par l'intermédiaire des foires a encore une certaine importance. Il ressort de ces chiffres que la propriété socialiste du peuple entier et la propriété collective socialiste des masses travailleuses l'ont effectivement emporté de façon éclatante dans notre pays. La prépondérance de la propriété du peuple entier s'est encore beaucoup plus fortement affirmée. Et dans l'économie gérée par les communes populaires, la part afférente aux trois échelons de la propriété, communes populaires, brigades de production et équipes de production, a aussi accusé des changements. Prenons la banlieue de Shanghai. Les revenus afférents à l'échelon de la commune populaire sont passés de 28,1% en 1973 à 30,5% en 1974. À l'échelon de la brigade de production, ils sont passés de 15,2 à 17,2% pour la même période. Alors que ceux des équipes de production tombaient de 57,6 à 52,3%. Ainsi, s'incuse de plus en plus nettement la supériorité de la commune populaire, caractérisée par l'ampleur de son champ d'activité et son plus haut degré de socialisation. Au cours de ces 25 dernières années, nous avons éliminé graduellement les propriétés impérialistes, capitalistes bureaucratiques et féodales, et transformé pas à pas les propriétés du capitalisme national et des travailleurs individuels. Et les deux formes de propriété publique socialiste se sont progressivement substituées à ces 5 formes de propriété privée. Nous sommes donc fondés à affirmer, non sans fierté, que dans notre pays, le système de propriété a changé, que le prolétariat et les autres travailleurs se sont pour l'essentiel affranchis du carcan de la propriété privée, et que la base économique du socialisme s'est graduellement développée et consolidée. La Constitution, adoptée à la 4e Assemblée populaire nationale, rend compte en termes explicites de ces grandes victoires que nous avons obtenues. Nous devons toutefois savoir que le problème de la propriété n'est pas encore totalement résolu. Si nous disons fréquemment qu'il est réglé pour l'essentiel, c'est précisément qu'il ne l'est pas complètement, et que le droit bourgeois n'a pas non plus été complètement supprimé du point de vue de la propriété. Les chiffres susmentionnés nous permettent de constater que la propriété privée subsiste partiellement dans l'industrie, l'agriculture et le commerce, que la propriété publique socialiste se présente sous 2 formes, et non pas exclusivement sous la forme de la propriété du peuple entier, et que la part de cette propriété du peuple entier est encore très faible dans l'agriculture, base de notre économie nationale. Quand il prévoyait qu'en société socialiste le droit bourgeois n'existerait plus dans le domaine de la propriété, Marx et Lénine supposaient que l'ensemble des moyens de production appartiendrait déjà à la société tout entière. Nous ne sommes assurément pas encore parvenus à cette étape. Nous ne devons pas perdre de vue qu'à cet égard, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique, la dictature du prolétariat se trouve toujours confrontée à une tâche très ardue. Nous devons aussi savoir que, pour la propriété du peuple entier comme pour la propriété collective, se pose la question de la direction sous laquelle elles sont placées, c'est-à-dire à quelle classe elles appartiennent, non pas nominalement, mais effectivement. Le 28 avril 1969, lors de la première session plénière du comité central issu du 9e congrès du parti, le président Mao a dit « À ce qu'il semble, sans la grande révolution culturelle prolétarienne, ça n'irait pas, car notre base n'était pas solide. À en juger par ce que j'ai observé, ne disons pas dans la totalité, ni l'écrasante majorité, mais je le crains dans une majorité assez grande des usines, la direction n'était pas entre les mains de vrais marxistes, ni des masses ouvrières. Non pas qu'il n'y ait eu de bons éléments parmi ceux qui dirigeaient les usines. Il y en avait. Il y en avait parmi les secrétaires adjoints, et les membres des comités du parti. Il y en avait parmi les secrétaires de cellules, mais ils suivaient la ligne autrefois mise en avant par Liu Shaoqi, ce qui se ramenait simplement de leur part
à des pratiques du genre stimulant matériel, profit au poste de commandement, pas de politique prolétarienne mise à l'honneur, distribution de primes et ainsi de suite. Toutefois, il se montre effectivement des mauvais éléments dans les usines. Cela montre que la révolution n'est pas terminée. Ces propos du président Mao expliquent la nécessité de la grande révolution culturelle prolétarienne. Et nous faut aussi comprendre plus clairement que pour ce qui est de la propriété, comme dans d'autres questions, nous ne pouvons pas nous borner à envisager les choses dans la forme apparente, mais nous devons en discerner le contenu réel. Il est tout à fait juste d'attacher une grande importance au rôle décisif de la propriété dans les rapports de production. On aurait toutefois tort de ne pas observer, avec toute l'attention voulue, si le problème de la propriété a été résolu effectivement, ou seulement en apparence, on aurait tort de négliger la rétroaction sur la propriété des deux autres éléments des rapports de production. Les rapports entre les hommes et la forme de répartition, et la rétroaction de la superstructure sur l'infrastructure économique. Car ces deux éléments et la superstructure jouent un rôle décisif dans des conditions données, la politique est l'expression concentrée de l'économie. La ligne idéologique et politique, la classe qui exerce la direction sont les facteurs qui déterminent à quelle classe appartiennent en réalité ces usines. Nos camarades peuvent se rappeler comment une entreprise relevant du capitalisme bureaucratique ou du capitalisme national devenait entreprise socialiste. Quand on y a envoyé un de nos représentants de la commission du contrôle militaire ou du secteur public pour la transformer en application de la ligne et des mesures politiques. N'est-ce pas? Tout changement important du système de propriété au cours de l'histoire, tant lors de la substitution du système féodal à l'esclavagisme que pendant celle du capitalisme au féodalisme, a invariablement commencé par la prise du pouvoir, pour passer ensuite, en s'appuyant sur la force du pouvoir conquis, à la transformation sur une vaste échelle de la propriété et à la consolidation et au développement du nouveau système de propriété. Il en va de même pour la propriété publique socialiste, qui, elle, ne peut naître sous la dictature de la bourgeoisie. Le capital bureaucratique, qui intervenait pour 80% dans l'industrie de l'ancienne Chine, n'a pu être transformé en propriété du peuple tout entier qu'après la victoire de l'armée populaire de libération sur Chiang Kai-shek. De même, la restauration du capitalisme commence nécessairement par la prise du pouvoir de direction, par l'altération de la ligne et des mesures politiques du parti. N'est-ce pas ainsi que Khrouchtchev et Brejnev ont changé le système de propriété en Union soviétique, et que Liu Shaoqi et Lin Piao ont changé, à des degrés différents, la nature d'un certain nombre de nos usines et de nos entreprises? Nous devons aussi être conscients du fait que nous pratiquons en ce moment le système marchand. Le président Mao a dit: notre pays pratique à l'heure actuelle le système marchand, et le système des salaires est inégal. Il y a des salaires à 8 échelons, etc. Tout cela, on ne peut que le restreindre sous la dictature du prolétariat. C'est pourquoi, si des gens comme Lin Piao accèdent au pouvoir, il leur est très facile d'instaurer le régime capitaliste. Cet état de choses que souligne le président Mao, cet état de choses que souligne le président Mao ne saurait changer à bref délai. Citons l'exemple des communes populaires de la périphérie de Shanghai, où le développement économique a été relativement rapide à l'échelon de la commune et à celui de la brigade de production. Dans les immobilisations afférentes aux 3 échelons de propriété, la commune compte pour 34,2%, la brigade pour 15,1% seulement et l'équipe pour 50,7%. À envisager uniquement les conditions économiques des communes populaires, il faudra encore beaucoup de temps pour que le rôle d'unité comptable de base puisse passer du niveau de l'équipe de production à celui de la brigade, puis au niveau de la commune. Et même lorsque la commune sera devenue l'unité comptable, il s'agira encore d'un système de propriété collective. Par conséquent, la situation caractérisée par la coexistence des deux formes, propriété du peuple entier et propriété collective, ne saurait être modifiée radicalement à brève échéance. Tant qu'elles subsisteront, la production marchande, l'échange par l'intermédiaire de la monnaie et la répartition selon le travail seront inévitables. Étant donné que tout cela ne peut que restreindre sous la dictature du prolétariat, le développement des facteurs capitalistes dans les villes comme à la campagne et l'apparition des nouveaux éléments bourgeois sont également inévitables. Si on ne leur impose pas de restrictions,
le capitalisme et la bourgeoisie connaîtront un développement encore plus rapide. Pour cette raison, nous ne devons en aucun cas relâcher notre vigilance sous le prétexte d'avoir remporté une grande victoire dans le domaine de la transformation du système de propriété et d'avoir mené une grande révolution culturelle prolétarienne. Il faut bien voir que notre infrastructure économique n'est pas encore solide et que le droit bourgeois n'a pas été totalement supprimé du point de vue de la propriété, qu'il se manifeste encore sérieusement dans les rapports entre les hommes et qu'il occupe une position dominante dans la répartition. Dans les divers domaines de la superstructure, virtuellement la bourgeoisie détient encore quelques secteurs et y conserve l'avantage. Et si des réformes sont en cours dans certains autres secteurs, leurs résultats ne sont pas consolidés. La vieille idéologie et la vieille force de l'habitude entravent opiniâtrement la croissance des nouvelles réalités socialistes. En raison du développement des facteurs capitalistes dans les villes et les campagnes, de nouveaux éléments bourgeois apparaissent les uns après les autres. La lutte de classe entre le prolétariat et la bourgeoisie, entre les diverses forces politiques et entre les idéologies prolétariennes et bourgeoises sera encore longue et sujette à des vicissitudes, et par moments elle pourra même devenir très aiguë. Même quand les propriétaires fonciers et les bourgeois de la vieille génération seront tous devenus poussière, cette lutte de classe n'aura toujours pas pris fin, et il se pourra encore que des gens comme Lin Piao se hissent au pouvoir et que la bourgeoisie opère une restauration. Dans son discours... Ah, excuse-moi. Non, pas de souci. Tu veux continuer ou... Non, vas-y, t'inquiète. Ok. Dans son discours sur la situation et notre politique après la victoire dans la guerre de résistance contre le Japon, le président Mao a dit qu'en 1936, près de Paouan, où siégeait le comité central du parti, une bande armée contre-révolutionnaire tenait un village fortifié et refusait obstinément de se rendre. C'est seulement quand l'armée rouge a attaqué et pris le village que l'affaire fut réglée. Cette anecdote est d'une portée universelle, car elle nous apprend que tout ce qui est réactionnaire est pareil. Tant qu'on ne le frappe pas, impossible de le faire tomber. C'est comme lorsqu'on balaie. Là où le balai ne passe pas, la poussière ne s'en va pas d'elle-même. Aujourd'hui, très nombreux sont les villages fortifiés, tenus par la bourgeoisie. Quand on en élimine un autre peut encore surgir. Même lorsqu'il n'en resterait qu'un seul, il ne disparaîtrait pas pour autant de lui-même, tant que le balai de fer de la dictature du prolétariat n'aurait pas passé. Et Lénine avait parfaitement raison de dire que, pour toutes ces raisons, la dictature du prolétariat est indispensable. De l'expérience historique se dégage l'enseignement suivant. Continuer d'exercer la dictature intégrale sur la bourgeoisie dans tous les domaines et à toutes les phases du développement de la révolution est un impératif qui garantit que le prolétariat triomphera de la bourgeoisie et que la Chine ne deviendra pas un État révisionniste. Qu'est-ce que la dictature intégrale sur la bourgeoisie? La formulation la plus lapidaire se trouve dans ce passage d'une lettre de Marx adressée en 1852 à Weidemeyer et que nous étudions tous en ce moment. Marx y écrivait: en ce qui me concerne, ce n'est pas à moi que revient le mérite d'avoir découvert ni l'existence des classes dans la société moderne, ni leur lutte entre elles. Longtemps avant moi, les historiens bourgeois avaient exposé l'évolution historique de cette lutte de classe et les économistes bourgeois en avaient décrit l'anatomie économique. Ce que j'ai apporté de nouveau, de démontrer, 1. Que l'existence des classes n'est liée qu'à des phases historiques déterminées du développement de la production. 2. Que la lutte des classes mène nécessairement à la dictature du prolétariat. 3. Que cette dictature elle-même ne représente que la transition à l'abolition de toutes les classes et à une société sans classe. Lénine note... Ah, vas-y. Je prends le reste. Lénine notait que cette brillante thèse de Marx met parfaitement en lumière la différence essentielle et fondamentale entre la théorie de l'État avancée par Marx et celle de la bourgeoisie, et fait bien ressortir l'essence de celle de Marx. Il est à noter que sa formulation sur la dictature du prolétariat s'échelonne en 3 termes, corrélatifs et indissolubles. Aucun ne peut être isolé des deux autres, car la phrase interprète dans son intégrité l'évolution complète de la dictature du prolétariat, naissance, développement et disparition, dont elle résume toutes les tâches et le contenu concret.
Dans Les luttes de classe en France 1948-1950, Marx précise encore que cette dictature constitue un point de transition nécessaire pour arriver à la suppression des différences de classe en général, à la suppression de tous les rapports de production sur lesquels elle se repose, à la suppression de toutes les relations sociales qui correspondent à ces rapports de production, au bouleversement de toutes les idées qui émanent de ces relations sociales. Marx utilise ici les mots « tous » ou « en général » à 4 reprises. Il ne dit pas en partie, ni en gros de partie, ni en très grande partie, il dit en totalité. Rien d'étonnant à cela, puisque le prolétariat ne pourra s'affranchir définitivement sans avoir émancipé toute l'humanité. Pour y parvenir, il faut nécessairement exercer une dictature intégrale sur la bourgeoisie, poursuivre la révolution sous cette dictature jusqu'au bout, jusqu'à avoir atteint sur notre planète les 4 objectifs en question, de sorte que la bourgeoisie et les autres classes exploiteuses ne puissent ni exister, ni se reformer à nouveau. Il ne faut surtout pas s'arrêter à mi-chemin dans le processus de transition. À notre avis, c'est seulement par une telle compréhension qu'on aura véritablement assimilé l'essence de la doctrine de Marx sur l'État. Réfléchissons un peu, camarades. Si, au lieu de comprendre les choses ainsi, on s'emploie, en théorie comme dans la pratique, à l'imiter, tronquer et altérer le marxisme, à faire de la dictature du prolétariat un mot creux, à mutiler la dictature intégrale sur la bourgeoisie, et que l'on exerce cette dictature dans certains domaines seulement, et non pas dans tous les domaines, à une certaine étape seulement, par exemple avant la transformation du système de propriété, et non pas à toutes les étapes. Autrement dit, si au lieu de détruire totalement tous les visages fortifiés de la bourgeoisie, on en conserve quelques-uns, et qu'on la laisse élargir à nouveau ses effectifs, n'est-ce pas préparer là les conditions de la restauration de la bourgeoisie, et faire la dictature du prolétariat un paravent de la bourgeoisie, notamment de la bourgeoisie nouvellement engendrée. Chaque ouvrier, paysan pauvre, paysan moyen pauvre et autres travailleurs qui refusent de tomber dans la misère et les souffrances d'autrefois, tout membre du Parti communiste déterminé à consacrer toute sa vie à la lutte pour le communisme, tout camarade qui ne veut pas voir la Chine devenir révisionniste, doit graver dans son esprit ce principe fondamental du marxisme. Il faut exercer une dictature intégrale sur la bourgeoisie et surtout ne pas s'arrêter à mi-chemin. Il est indéniable qu'un certain nombre de nos camarades n'ont adhéré au Parti communiste que sur le plan de l'organisation, mais pas du point de vue idéologique. Leur conception du monde n'a toujours pas dépassé le cadre de la petite production et celui de la bourgeoisie. Ils sont pour la dictature du prolétariat, à une étape donnée, ou dans un domaine particulier, et se réjouissent de certaines victoires du prolétariat, car ils s'y trouvent quelques avantages. Mais ces avantages une fois acquis, ils estiment qu'il est temps de s'installer et d'aménager confortablement son petit chez-soi. Dictature intégrale sur la bourgeoisie? Premier pas d'une longue marche de 10 000 lits, très peu pour moi. Que d'autres s'y mettent, pour moi terminus, je descends. À ses camarades, nous donnons ce conseil. Descendre à mi-chemin est dangereux. La bourgeoisie vous fait déjà signe, vous feriez bien de rattraper le gros de nos forces et de continuer à aller de l'avant. L'expérience historique nous apprend également que, devant les victoires que la dictature du prolétariat remporte l'une après l'autre, la bourgeoisie fait mine d'accepter cette dictature, mais qu'elle ne travaille pas moins, dans ses actes, à restaurer la dictature de la bourgeoisie. C'est justement ce qu'ont fait Khrouchtchev et Brejnev. Ils n'ont pas changé le nom des soviets, ni celui du parti de Lénine, ni celui des républiques socialistes. Pourtant, sous le couvert de ces appellations qu'ils conservent, ils ont vidé la dictature du prolétariat de son contenu, et en ont fait une dictature de la bourgeoisie monopoliste opposée aux soviets, au parti de Lénine et aux républiques socialistes. Ils ont avancé un programme d'État du peuple tout entier, et de parti du peuple tout entier, programme révisionniste trahissant ouvertement le marxisme. Mais quand le peuple soviétique se dresse contre leur dictature fasciste, ils abordent le drapeau de la dictature du prolétariat pour soumettre les masses à la répression. Pareilles choses se sont ainsi produites dans notre pays. Liu Shaoxi et Lin Piao n'ont pas simplement propagé la théorie de l'extinction de la lutte des classes. Quand ils réprimaient la révolution, ils ont agité ce même drapeau. Lin Piao n'avait-il pas un memento en 4 points dont l'un s'énonçait « Ne jamais oublier la dictature du prolétariat » ? En effet, il ne l'oubliait jamais. Seulement, il convient d'insérer ici le mot « renverser », ce qui donne « Ne jamais oublier de renverser la dictature du prolétariat ». Je suis désolé camarade, j'ai touché à une touche de mon clavier, je suis descendu tout en bas du texte, je trouve plus où est-ce qu'on en est. Alors, je vais retrouver. C'est selon les propres aveux de ces gens-là. Selon...
Voilà, désolé, merci. Selon les propres aveux de ces gens-là, il s'agissait d'attaquer les forces du président Mao en arborant le drapeau du président Mao. Parfois, ils se montrent soumis au prolétariat, et même affichent un air plus révolutionnaire que quiconque, lançant des mots d'ordre de gauche, pour fomenter des troubles et mener des activités de sape. Mais le plus souvent, c'est une lutte implacable qui lutte au prolétariat. Tu veux la transformation socialiste? Il prétend consolider l'ordre de démocratie nouvelle. Tu veux l'établissement des coopératives et des communes populaires? Il dit que c'est trop tôt. Tu estimes qu'il faut faire de la révolution dans l'art et dans la littérature? Il trouve que présenter quelques pièces de fantômes ne te fera aucun mal. Tu veux restreindre le droit bourgeois? Il le trouve excellent et dit qu'il faut plutôt l'élargir. Ces champions des vieilleries bourdonnent tel un essaim de mouche autour de ce que Marx dénommait les stigmates et les défauts de l'ancienne société. Ils portent un intérêt tout particulier à prêcher aux jeunes et aux adolescents, en profitant de leur inexpérience, que le stimulant matériel est comme un fromage fermenté qui, s'il sent fort, n'en est pas moins savoureux. Et toutes ces menées abjectes, ils les camouflent sous une appellation socialiste. Certaines canailles, en se livrant à la spéculation, à la concussion et au vol, ne prétendent-elles pas faire de la coopération socialiste? Et ces instigateurs criminels qui empoisonnent les jeunes et adolescents n'affectent-ils pas de témoigner de la sollicitude envers les continuateurs de la cause du communisme? Il nous faut étudier leur tactique et synthétiser notre expérience pour exercer encore plus facilement la dictature intégrale sur la bourgeoisie. Vous voulez faire souffler un vent de communisation? Poser ce genre de questions pour faire courir des rumeurs est une tactique à laquelle certains individus ont recouru tout récemment. Nous pouvons leur répondre nettement à un vent de communisation. Un vent de communisation comme celui de Liu Shaoqi et Chen Puota, on ne tolérera jamais qu'il se lève à nouveau. Nous avons toujours estimé que notre pays, loin d'avoir trop de marchandises, n'en a pas encore assez, en grande abondance. Tant que les communes populaires n'auront pas assez à offrir pour pratiquer la communauté des biens, avec les brigades et les équipes de production, et que le système de propriété du peuple entier ne disposera pas d'une extrême abondance de produits pour appliquer, parmi nos 800 millions d'habitants, le principe de la répartition selon les besoins, on ne pourra que conserver la production marchande, l'échange par l'intermédiaire de la monnaie et la répartition selon le travail. Quant aux effets nuisibles qui en découlent, nous avons pris et continuerons à prendre des mesures adéquates pour les limiter. La dictature du prolétariat est une dictature exercée par les masses. Nous nous sommes convaincus que, sous la direction du parti, les larges masses ont la force et la capacité de combattre et vaincre finalement la bourgeoisie. L'ancienne Chine était un pays littéralement submergé par un océan de petites productions. L'éducation socialiste de centaines de millions de paysans a toujours été un problème sérieux qui demandera les efforts de plusieurs générations. Or, sur ces centaines de millions, les paysans pauvres et les moyens pauvres sont la majorité. Et ils ont compris à travers la pratique que la seule voie radieuse pour eux est de suivre le Parti communiste et d'emprunter la voie socialiste. En s'appuyant sur eux pour réaliser l'union avec les paysans moyens, notre parti a permis aux paysans de s'acheminer étape par étape jusqu'à la commune populaire, en passant par l'équipe d'entraide, la coopérative agricole de production de forme élémentaire et supérieure. De même, nous serons en mesure de les conduire pour qu'ils continuent dans leur marche en avant. Nous voudrions plutôt attirer l'attention de nos camarades sur le fait qu'il souffle aujourd'hui un autre genre de vent qui s'appelle l'embourgeoisement. Il s'agit du style de vie bourgeois dont a parlé le président Mao, du vent funeste qui fait dégénérer en éléments bourgeois les une partie dont il a été question. Et parmi ces une partie, l'embourgeoisement d'une partie des communistes et surtout d'une partie des cadres dirigeants est susceptible de nous causer le plus grand tort. Sous l'emprise de ce sinistre courant, certains individus imbus d'idées bourgeoises se lancent dans une course acharnée aux honneurs et aux richesses, et loin d'en rougir, ils s'en vantent. Certains en sont même venus à tout convertir en marchandises jusqu'à leur propre personne. Pour eux, adhérer au Parti communiste et travailler dans le prolétariat n'est qu'un moyen d'obtenir pour la marchandise qu'ils sont en avantageux reclassement et pour se faire payer au prix fort par le prolétariat. Ceux qui ne sont communistes que de nom et sont en fait de nouveaux éléments bourgeois
présente les traits caractéristiques de l'ensemble de la bourgeoisie à l'agonie et en putréfaction. Au cours de l'histoire, alors que les classes des propriétaires d'esclaves et des propriétaires fonciers et la bourgeoisie se trouvaient dans leur période ascendante, elles avaient apporté une certaine contribution utile à l'humanité. Or, aujourd'hui, tournant complètement le dos à leurs ancêtres, les nouveaux éléments bourgeois ne sont qu'une nouvelle sale engeance et ne jouent qu'un rôle nuisible vis-à-vis de l'humanité. Pour ceux qui font courir des rumeurs au sujet du vent de communisation, figurent de nouveaux éléments bourgeois qui, s'étant appropriés des biens publics, craignent que le peuple ne les communise, et aussi des individus qui voudraient bien profiter de cette aubaine. Tous ces gens ont les sens plus aiguisés que beaucoup de nos camarades, alors que certains de nos camarades tiennent l'étude pour une tâche compressible. Ils sentent d'instinct que le présent mouvement d'étude est une tâche impérieuse aussi bien pour le prolétariat que pour la bourgeoisie. Il se peut qu'ils soulèvent vraiment un petit vent de communisation ou qu'ils ourdissent quelques machinations en reprenant à leur compte un de nos mots d'ordre et en suscitant délibérément des confusions entre les deux types de contradictions de nature différente. C'est un point qui mérite notre attention. Forte de centaines de millions d'hommes, la grande armée révolutionnaire prolétarienne que nous formons va de l'avant, sous la direction du comité central du parti, ayant à sa tête ce président Mao. Nous avons 25 années d'expérience de la dictature du prolétariat, à quoi s'ajoute l'expérience acquise sur le plan international depuis la Commune de Paris. Pourvu que les centaines de membres du comité central de notre parti et nos milliers de hauts cadres donnent l'exemple, qu'ils étudient consciencieusement avec la masse des cadres, procèdent à des enquêtes et recherches et dressent le bilan de leur expérience, nous parviendrons à matérialiser l'appel du président Mao à acquérir une bonne compréhension de la question de la dictature du prolétariat et à garantir que notre pays progressera victorieusement à la lumière du marxisme, du léninisme, de la pensée Mao Tse-tung. Les prolétaires n'y ont rien à perdre que leur chaîne, ils ont un monde à y gagner. Cette perspective infiniment radieuse encourage et encouragera un nombre croissant d'ouvriers et de travailleurs conscients et leur détachement d'avant-garde, les communistes, à continuer dans la ligne fondamentale du parti et la dictature intégrale sur la bourgeoisie, et à poursuivre jusqu'au bout la révolution sous la dictature du prolétariat. La bourgeoisie et toutes les autres classes exploiteuses seront éliminées et le communisme triomphera, c'est chose inévitable, inéluctable, indépendante de la volonté de l'homme. Bon bah voilà, on a fini le texte. Maintenant on passe à la partie sur les questions par rapport au texte qu'on vient de lire. Moi, la question que j'avais posée, c'était par rapport au découpage dans la gestion. Il y avait eu 3 niveaux, un truc comme ça, là, qu'ils avaient parlé. Et comme ça avait coupé pour moi avant, je voulais savoir si ça avait une importance et pourquoi il a fait ça de base. Oui, sur les trois découpages à la production, c'est ça? Ouais. Enfin, je retrouve. C'était à peu près, je crois, un milieu de test, un truc comme ça. Je t'avoue, je sais pas non plus exactement, mais je trouve qu'il passait avec camarade Vic, camarade Oscar. Et sinon, il y a une autre question aussi, c'était par rapport aux 2 formes de la propriété privée sous le socialisme qui avait eu et par rapport aux 5 formes dans la de 5 formes de propriété privée dans le capitalisme, dans le capitalisme. Et est-ce qu'on peut revenir là-dessus et expliciter plus ce que c'est? Ouais. Ouais, j'essaie de retrouver les paragraphes pour bien. Déjà, je vais répondre à Rotko parce que c'est rapide, mais en gros, la différence entre la propriété du peuple tout entier et la propriété collective, c'est que déjà le peuple tout entier c'est vague et c'est ce qui a été utilisé notamment en URSS à la période révisionniste.
comme le parti du peuple tout entier, l'État du peuple tout entier. Et ça nie en fait les luttes de classe. Là où propriété collective, c'est ce qu'on appelle c'est la propriété qui est gérée par les masses ou par le parti dans un État socialiste. Ouais, ok. Donc il y en a un qui se concentre que sur les usines, donc vraiment là sur les ouvriers uniquement, et ensuite l'autre c'est par rapport à la répartition globale. C'est ça Pour le faire. niveau de. Ouais, c'est ça. Et du coup, les coopératives en Chine, c'était les trucs agricoles, je crois, notamment. C'est-à-dire, par exemple, quand un village se, Mais les usines aussi, se non? mettait C'était ensemble. des propriétés collectives. Oui, c'est ça. C'est en gros, ça marche aussi pour les usines, souvent pour les petites usines. Et c'était en gros, les gens du village ou de la ville, enfin du quartier plutôt dans le cas des villes, se mettaient ensemble pour gérer une usine ou les champs. Ok. C'est ça une coopérative. En gros, c'est des trucs à plus petite échelle que par exemple un, une propriété collective agricole, c'est géré par l'État, quoi. Ok, ok. Par contre, des PEC, j'arrive pas à retrouver le passage sur les 3 découpages de la production dans le texte. Pour les salaires à 8 échelons en Chine, c'est principalement parce qu'en gros, bien sûr, il y avait du travail euh, de, de différents ordres. Par exemple, forcément, en fait, c'était des reliquats, bien sûr, de l'ancienne société, hein, mais en gros, il y avait encore des différences de salaire entre un cadre supérieur dans une usine et les personnes et qui sont à la base, enfin, les ouvriers, quoi. Mais en fait, le parti justement cherche l'État, enfin la Chine cherchait à régler ce problème, notamment pendant la période de la révolution culturelle, à réduire les écarts et notamment à faire en sorte que la différence entre le travail intellectuel et le travail physique soit moins forte, parce que c'est notamment ça qui crée une disparité dans les salaires, parce qu'à partir du moment où il y a plus de différence entre les personnes qui ont, enfin, à partir du moment où il y a plus de différence, que tout le monde euh, est capable de faire du travail qualifié et du travail manuel, il y a plus de raison d'avoir une différence de salaire.
Mais moi, quand je parlais d'échelon, en fait, c'était surtout parce que en fait, ils avaient cité au niveau de la production seulement. Et moi, je voulais savoir précisément si dans la production, ça dispatchait par rapport au fait qu'il y en a un qui distribue les ressources, les autres qui produisent ou quoi que ce soit, en fait. C'était ça surtout que je voulais poser. Je me demande si c'est pas là, C'est quoi ces gestions? je me demande si dans ce truc-là, il parle pas de la différence entre industrie lourde, industrie légère, ce genre de choses, tu vois. Par exemple, l'industrie lourde, elle est plus prise en charge au-dessus, forcément parce que c'est plus compliqué pour une collective de mettre en place une usine de char. Alors Ouais, que par donc ça exemple, sera plus dans les grandes villes. c'est ça, dans les grandes villes ou dans les trucs vraiment venus d'au-dessus, quoi, qui sont mis en place par le parti, autre chose. Alors que l'industrie légère, là, bah, ça peut être pris en charge par une collective, quoi. Alors, par exemple, un truc qui fabrique des petits médocs ou du verre, des trucs comme ça peut être pris en charge par une collective. Ou des masques, par exemple, vu que c'est le truc du moment. Bon, de toute façon, je relirai ça après parce que ça m'avait perturbé. Pas de souci. Et du coup, pour répondre à Rothko sur le passage de la propriété à la propriété collective, c'est notamment en faisant en sorte que les collectivités locales, c'est-à-dire les villages, les quartiers, prennent en charge en fait prennent en charge des choses par eux-mêmes, que ce soit des usines ou des terres. Et en fait, soit c'est le parti directement qui dit à ces gens-là, bah voilà, on a une usine qui est pas utilisée ou des terres qui sont pas utilisées, on vous laisse faire ce que vous voulez avec. Ou bien c'est comme ça a été le cas pendant la Révolution culturelle, souvent à l'initiative des masses, par exemple dans les villages, les femmes qui décidaient d'aller dans les d'aller utiliser les terres qui jusqu'alors n'étaient pas utilisées pour en faire des champs. Et voilà, c'est comme ça que tu transformes la propriété d'État en propriété collective. Mais c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, qui a notamment été très intense sous la révolution culturelle. Mais après, bien sûr, avec Deng, et enfin son coup d'État et ensuite la restauration capitaliste, ils ont liquidé tout cet aspect-là de la société chinoise. Ouais, donc c'était quoi exactement alors les 5 formes de propriété au sein du capitalisme? Alors pour les 5 types de propriétés sous le capitalisme, alors déjà il y en a 3 là que je cite de tête, c'est la propriété impérialiste, ça veut dire en gros en tout cas là on parle dans les pays semi-coloniaux comme la Chine. D'abord la propriété impérialiste, et du coup c'est la propriété, enfin les capitaux exportés par des puissances impérialistes et qui est gérée sur place par des compradors. Ensuite, tu as la propriété capitaliste bureaucratique, où là, bah, c'est les trucs soit nationalisés, soit là, qui sont les petites industries d'État. Et ensuite,
t'as la propriété féodale ou semi-féodale, qui sont du coup les grandes propriétés agricoles. Après, pour les deux autres, je suis plus sûr. Je saurais pas dire.